Quelle magnifique soirée. Je sens qu'elle va être plus belle, plus animée que n'importe quelle autre. Et qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille, ma chérie? Intuition, mon amour. Bien sûr. La fameuse intuition féminine. Et bien entendu, grâce à elle, les femmes ne se trompent jamais. Disons, moins que les hommes. En voilà une affirmation. Et sur quoi te bases-tu? Les statistiques, mon amour. Rien que les statistiques. C'est grotesque, Louise. Sophie a des calculs virtuels qui en soi ne signifient rien. Et moi, je te répète que nous allons passer une de ces soirées dont on se rappellera longtemps. Ah, puisque tu l'affirmes. En tout cas, pour ma part, je ne la vois pas s'envoler vers des hauteurs affolantes. Pessimiste. Laisse-toi faire, mon Xavier chéri. Mets-toi à l'aise. Abandonne-toi à cette soirée que je sens différente. Oui, ça tu l'as déjà dit, Louise. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait subitement bousculer notre quotidien. Ou transcender la banalité qui berce déjà depuis si longtemps nos habitudes. Doucement, Xavier. Je t'interdis de parler de la sorte et de dénigrer notre relation. Oui, certes harmonieuse, mais rien de plus. Il faut rester raisonnable et ne jamais mettre la barre trop haut. Sans quoi, on risque vite d'être déçu. La barre trop. Louise, s'il te plaît. Ça fait déjà bien longtemps que l'on a cessé de faire du jumping entre nous. Je connais parfaitement nos limites. Parle pour toi. Les miennes sont imprévisibles, comme chez la plupart des femmes. Ah, arrête de parler en leur nom, veux-tu? Rien ne te donne le droit. Je te trouve gonflé ce soir. Gonflé? Comment oses-tu t'attaquer à mon physique? Tu connais pourtant parfaitement ma susceptibilité. Tu sais, je pourrais très bien me mettre à pleurer. Et tout ça par ta faute. En 12 années de mariage, Louise, je ne t'ai jamais vu pleurer. Pour la simple raison que je ne pleure jamais en ta présence. Ah. Donc si je comprends bien, lorsque je m'absente, tu te mets à pleurer? Oui, cela m'arrive. Mais pour quelle raison, je te prie? Mais de bonheur, mon amour. Tu pleures de bonheur maintenant. Et pourquoi pas? Cela fait un bien fou. Il n'y a pas que le malheur qui ait le droit de monopoliser nos glandes lacrymales. Oh, tu parles bien, Louise. Tu parles très bien, ma chérie. Voilà ce que j'aime entendre. Tu fais un merveilleux mari, mon Xavier chéri. Vraiment. Encore maintenant. Bien sûr. Il suffit de regarder l'équilibre, l'harmonie qui caractérise si bien notre couple. Il est vrai qu'on ne se dispute jamais. Une perte de temps indescriptible. Des êtres de notre trempe ayant reçu notre éducation ne s'abaissent pas à s'affronter. Nous, on construit. Là, tu fais allusion à nos nouveaux appartements que l'on aménage en bas de la ville. Tu me fais rire, Xavier. Tu sais très bien à quoi je fais allusion. Oui, de notre couple. Toujours notre couple. As-tu pas un autre sujet, Louise? Tu as raison. Parlons de nos appartements. Tu as bien fait d'investir dans la pierre, Xavier, et ainsi consolider nos avoirs. Je dois t'avouer que ce côté petit bourgeois me plaît énormément. Du ciment. Aucun craquellement ni essoufflement. La perfection. Nous sommes la perfection. Ta manie de toujours tout exagérer, hein. Soyons honnêtes, Louise, et avouons que comme tout le monde, nous avons des hauts et des bas, des différents. Parce que pour toi, le fait que j'adore les asperges et toi tu les détestes, c'est indifférent. J'avais parlé d'asperges, Louise. Tu as parlé de différent entre nous et c'est la même chose. Il n'existe pas. Quoi? Répète après moi. Il n'existe pas. Nous sommes à l'école maintenant. Oui, répète. Non, je ne suis pas un de tes perroquets. Tu m'exaspères aujourd'hui, on va finir par se disputer. Ah non, pas ça. S'abaisser au niveau de ces êtres qui n'arrêtent pas de se chamailler jamais. Quand je dis que nous sommes la perfection, c'est la vérité. On est tellement mieux, supérieurs aux autres. Tu dérapes, Louise. Pas du tout. Il suffit d'observer ta carrière dont je suis si fière, ton uniforme haut en couleur, tes décorations qui étincellent au soleil. Tu m'éblouis, Xavier. Quelle avalanche de compliments. Lorsque l'on partage la vie d'un être aussi beau que parfait, seuls les superlatifs sont de rigueur. Oui, bon, cesse de me flatter, Louise. Je ne te flatte pas, j'en suis bien incapable. Seule la vérité te mérite. Tu incarnes le désir, la passion qui ne faiblit jamais. Devant toi, sans cesse, je me renouvelle. Il ne me lasse pas de dire cette phrase bien faible par rapport à ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Non, là, trop c'est trop, relève-toi, allez. Il n'en est pas question. Je ne ressens aucune gêne d'être ainsi à tes pieds, de marquer mon infériorité. Oh, ton infériorité. Louise, toi qui ne cesses de mettre en avant la femme et son intuition redoutable. Devant toi, toutes ces qualités disparaissent. Oui, je serai une sorte d'exception. Oui. Tu es celui qui me commande devant l'éternité. Non. Seul Dieu est maître de l'éternité. Et maintenant debout, c'est indigne de toi. Soit, mais à une seule condition. Et laquelle? Que tu cries ton amour. Oh, pourquoi le crier? Parce qu'on est heureux ensemble. Heureux. Et alors? On a pour devoir de le réveiller sans cesse. Oui, je sais, le maintenir en vie. Exactement. Je vois que tu écoutes mes leçons. C'est bien, Xavier. Ainsi tu me prouves que je ne te suis pas indifférente. Que toi aussi tu m'aimes. Oui, peut-être. Comment ça peut-être? Tu hésites? Mais tu désires ma mort? Non. Enfin, pas exactement. Encore heureux?
connais plus, Xavier. Fais un effort. Montre-toi à la hauteur des sentiments qu'inlassablement je te porte, nuit et jour. Oui. Ouais. Souviens-toi, lors de nos premières rencontres, là où avec fou tu me déclarais ton amour et où je répondais avec passion. Nos lèvres s'enflammaient, brûlaient, au premier, au deuxième degré. Au troisième. Au quatrième degré. Au cinquième. Voilà, tu y es. Nous nous amusions en comptant nos baisers jusqu'au centième degré. Je t'ai essoufflé. Pas de plus normal. À Orange, en plein été, on manque d'air. Alors si en plus on s'embrasse, l'amour très vite vous asphyxie. Orange, c'est ma ville. J'y suis née. Je l'adore. Elle possède à mes yeux le plus beau théâtre antique datant de l'époque romaine. À l'inverse des amphithéâtres où se déroulaient les jeux sanglants des gladiateurs, les théâtres romains n'offraient que des comédies ou des drames, souvent écrits par d'illustres auteurs grecs. C'était donc un lieu où on riait, où on partageait des leçons de vie. Chaque semaine, je viens ici me recueillir et capter cette lumière si particulière qui inonde les gradins au coucher du soleil. À ce moment-là, on peut vraiment parler d'Orange comme la couleur qui domine toutes les autres. C'est un spectacle fabuleux, inouï, à ne rater sous aucun prétexte. Je viens toujours seule, pour éviter à tout prix d'être dérangée par qui que ce soit. Orange, son théâtre, son prisme de couleurs unique, à cet instant m'appartiennent. Je suis immensément riche, possédant le monde entier. Ma conversion en un Dieu unique, créateur, s'est d'emblée imposée ici, dans ce lieu magnifique. Seul Dieu pouvait créer tant de beauté concentrée dans ce microcosme de vieilles pierres. J'étais profondément heureuse, répétant à l'infini le mot merci. Et c'est justement à l'instant où je récitais ma litanie de gratitude qu'il est apparu. Xavier. Ce prénom que je pourrais prononcer inlassablement jusqu'à la fin de mes jours. Je ne l'ai pas vu arriver. Il m'a surprise de dos. Il a posé fermement ses mains sur mes épaules. J'ai sursauté et j'ai crié « Mais que faites-vous » Rien du tout. Rien. Alors voulez-vous immédiatement enlever vos mains de mes épaules? Non, je viens de signer un pacte avec vous. N'importe quoi. Un pacte. Vous vous moquez de moi? Absolument pas. Je ne me moque jamais des gens avec qui je viens de signer un pacte. Et avec vous, ce n'est pas n'importe lequel. Je comprends rien à ce que vous dites. Qu'importe, vous avez toute la vie devant vous pour comprendre. Parce que vous croyez que je vais vous suivre pour l'éternité? Évidemment, vous allez me suivre. C'est un fait acquis. Et écoutez, j'aime que je sois clair, en 2 mots, on ne se lâche plus. Parlez pour vous. Qu'est-ce qui justifie votre attitude pour le moins insolite? Je vous ai cherché et je vous ai trouvé. Ça n'a aucun sens. Qu'importe, je vous ai choisi, c'est tout. Cela n'est pas si compliqué à comprendre. Vous êtes mademoiselle le trésor que j'espérais depuis tant d'années. Et maintenant que je vous ai trouvé, je ne peux décemment plus vous quitter. Et cela sous aucun prétexte. Votre trésor, j'hallucine. Évidemment que vous l'êtes. Sans quoi je ne perdrai pas mon temps à vous dire que c'est précisément avec vous que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Et ça fait longtemps que je vous intéresse? Disons la demi-heure. Que vous m'observez? Je vous observe, oui. Vous êtes donc du style voyeur. Qu'importe! Je ne sais qu'une seule chose, c'est que vous, mademoiselle, représentez l'ultime rencontre. Celle que l'on espère à chaque instant et qui par miracle se produit. Et c'est moi. Sans hésiter, vous. En fait, quel est ton prénom? Parce qu'on se tutoie? Évidemment, c'est plus commode lorsque dorénavant on a décidé de vivre ensemble. C'est sympa comme programme, non? On ne se connaît pas, restons sérieux. Xavier. Xavier Tribou de Valdi. Et toi? Louise. Oh, ton premier aveu. C'est beau, Louise. Ça me plaît beaucoup. Louise comment? L'empereur. Oh, c'est noble. Tout à ton image. Qu'êtes-vous venu faire ici, Xavier? Je ne m'en souviens plus, Louise. Ta découverte a fait disparaître tout le reste. Nous ne connaissons rien l'un de l'autre. Oui, c'est ce que tous les êtres prétendent lorsqu'ils viennent de se rencontrer. Et pourtant, ça ne les empêche pas l'année suivante de se marier. Eh bien, pour nous, ce sera la même chose. Et qu'est-ce que vous faites de mon libre arbitre, de ma faculté à dire oui ou non? C'est beaucoup plus facile de dire oui que non. Nous n'avons rien en commun. Excellent. Cela évite pas mal de déceptions. Alors autant entamer notre vie commune sur une note positive. Oh, d'ailleurs, j'adore la musique. Moi aussi. Parfait. Déchiffrons-la ensemble, dans ce cas. Cela sera très exaltant. Alors on s'y met. Quel culot! On se mariera en Italie. Rien que ça. Oui, j'ai exercé mes fonctions.
Diplomate? Non. Mais par contre, je suis suisse. Je n'ai jamais mis les pieds dans votre pays. Orange me suffit amplement. Eh bien, c'est terminé. Fini. Dorénavant, Orange ne te suffira plus. Nous allons voyager. Nous allons découvrir. Car mes fonctions m'obligent souvent à voyager pour y assurer la sécurité de mon employeur. Garde du corps. En quelque sorte. J'appartiens à un corps d'élite. Lequel? Là, tu excites ma curiosité. Je voulais dire vous. Excité. Sortant de ta bouche, Louise, ce verbe taquine et séduit agréablement mon imagination. Tu n'as pas idée à quel point j'ai envie de me rapprocher de toi et te serrer entre mes bras. Le contraire m'aurait étonné. Évidemment, tu plais tellement tu es belle. Dès mon arrivée dans le théâtre, Louise, j'ai été attiré par ta silhouette perdue au milieu des gradins. Ton visage éblouissant fixant la statue de l'empereur Auguste. Et ses cheveux. Ses cheveux portés par la lumière reflétant une couleur que je n'avais encore jamais vue. Ni jaune, ni or, ni argent, ni ocre. Cette couleur est... Orange? Il m'a le soir même invité au restaurant. Impossible de ne pas être accepté tellement il m'intriguait. Cette façon si particulière qu'il avait de m'entraîner dans le sillage de sa vie avait de quoi fasciner. De proposition en acceptation, j'ai fini par dire oui à tout ce qu'il me demandait. C'est simple, je lui appartenais. Je l'aimais. Nous aimions. J'ai donc quitté Orange pour l'Italie, et plus précisément le Vatican. C'est dans cette enclave au cœur de Rome que j'ai appris qui il était réellement et ce qu'il y faisait. Une carrière entièrement taillée à sa mesure. Il travaillait pour le souverain pontife. Il faisait partie du régiment des gardes suisses voué à la sécurité du pape. Un travail exigeant, mais aussi fascinant et exaltant. Très vite, il gagna du galon dans cette plus petite mais plus prestigieuse armée du monde. En effet, les circonstances ont voulu qu'il acquiert la totale confiance du Saint-Père en lui sauvant la vie lors d'un attentat dirigé contre sa personne. Avec bravoure, il s'est interposé entre le pape et son agresseur. Le Saint-Père, impressionné et reconnaissant, voulut qu'il l'accompagne dans tous ses déplacements à l'étranger et qu'il devienne son garde du corps attitré. Et effectivement, nous avons beaucoup voyagé. C'était une période magnifique, à l'image de notre couple, qui sans problème s'amusait à traverser le temps. Tu prétends donc qu'à force de trop s'aimer, l'amour finit par nous asphyxier? Tu as parfaitement raison, Louise. Je parlais d'Orange en plein été lorsqu'on manque d'air. Pourquoi parler d'asphyxie alors que notre amour est incandescent? Je vais te quitter, Louise. Me quitter? À cette heure? Tu as encore un rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous avec toi, pour te dire que je te quitte définitivement. Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu as perdu la tête? Absolument pas. Elle est solidement vissée sur mes épaules. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Premièrement, tu déménageras d'ici pour un appartement dans Rome, et je verrai à ce que tu ne manques de rien. Parce que je devrais quitter le Vatican? Évidemment. C'est moi le commandant de la garde pontificale. Dès lors, c'est à toi de faire l'effort de quitter notre appartement. Mais j'aime cet appartement! Désolé, mais dans mes plans, elle me revient. Tes plans? Mais notre destinée, nous l'avons toujours écrite à deux! Eh bien, dorénavant, c'est chacun pour soi. Et tu veux divorcer? Absolument pas. Depuis quand un commandant de la garde pontificale oserait-il divorcer? Non, c'est contraire au règlement sous peine de perdre toutes ses fonctions. Nous resterons mariés. Pour la façade? Mais oui, pour elle. C'est un moindre mal. Je t'en supplie, Xavier. T'es rendu compte de tout le mal que tu m'infliges? Je t'en prie, Xavier. Dis-moi que c'est pas vrai, que tu as menti, que ce n'est qu'un rêve, que tout est comme avant. Non, c'était pas un rêve, Louise, et plus rien ne sera comme avant. C'est comme si j'avais passé l'aspirateur. C'est horrible ce que tu dis là. Il ne subsiste donc plus rien entre nous? Non, plus rien, non. Écoute, Louise, je me rends bien compte que tout ça doit être difficile à digérer. Mais j'en appelle à ta lucidité pour accepter. C'est inacceptable! Et alors? À la longue, tout le monde s'y fait. Même pour moi, ça représente un sacré changement. On m'habitue à vivre seul et à t'écarter de ma mémoire. Tu es un monstre! Oh, tout de suite les grands mots. Tu sais parfaitement que je n'ai rien d'un monstre. As-tu seulement envisagé le courage qu'il m'a fallu pour t'annoncer notre rupture? Tu veux dire ta rupture? Il n'y a rien à voir dans cette décision à sens unique. Pourquoi m'assassines-tu ainsi, Xavier? Mais rien à me reprocher, absolument rien, à part m'être dévoué corps et âme à ta personne. Pourquoi briser notre couple sans raison? Oui. C'est vrai que tu es une femme parfaite, Louise. Peut-être même trop. Et il est vrai aussi que je n'ai rien à te reprocher. Finalement, c'est peut-être ça.
Ta perfection est devenue lassante. Oui, c'est vrai. Avec toi, tout est tout blanc, tout noir. Il n'y a aucune place pour la fantaisie. Et j'ai tant besoin de couleurs. Je veux couleur orange. Tu les aimais tant. Oui. Et à la longue, ils sont devenus gris. Mais c'est bien dommage. C'est vrai, Louise, ce n'est pas vraiment ta faute. C'est comme si les vases communicants entre nous s'étaient fermés. Définitivement bouchés. On peut remédier à cela. Non, ma décision est irrévocable. Il faut regarder vers l'avant et faire table rase du passé. Allons, Louise, n'oublie pas que tu as été la femme d'un soldat. Redresse-toi, bats-toi et assume. Assumer quoi? C'est toi! Uniquement toi qui cause tous ces dégâts! Oh. C'est mortel ce que tu fais! Mortel! Des dégâts, tu ne veux pas qu'on évalue une fois que tu rentres nous tant qu'on y est. Tu es ignoble, sable hypocrite. Oui, je me redresserai seule. Plus jamais je me mettrai à genoux devant qui que ce soit. À mes yeux, tu es devenu un sale tricheur. Tu me dégoûtes. Moi qui ai l'honnêteté de te parler. Et tout tricheur finit en enfer. Et si j'en ai la possibilité, c'est moi qui t'y précipiterai. Tu me fais peur, Louise. Oh, moque-toi de moi. Il ne te reste donc plus rien. Ni respect, ni conscience. Appartiens-tu seulement encore à la race des hommes? J'en doute. Des phrases qui ne veulent rien dire, ça devient grotesque, Louise. Et au moins l'honnêteté de m'avouer que tu me quittes pour une autre femme. Ah non, là tu as ma parole. Laquelle? C'est parfaitement exact. Je n'ai aucune parole dans la vie ordinaire. Il suffit de regarder comment j'ai trahi le serment que j'avais fait à Louise lors de notre rencontre à Orange. L'aimer pour l'éternité. Alors que seul Dieu mérite cet amour inconditionnel. Si ma parole ne vaut pas grand-chose dans la vie de tous les jours, il en est tout autre dans ma vie professionnelle, comme mercenaire au service du pape. Là, elle est d'or. Je suis prêt à sacrifier ma propre existence pour sauver celle du maître de notre église. Je suis son bouclier, son dernier rempart. Déjà jeune, je rêvais de bataille, au redoutable j'attaquais l'ennemi, brisant leur casque afin de leur crever les yeux, arrachant leur armure et leur coupant le torse en deux d'un bon coup de hache. Je n'ai pas peur. Non, absolument pas. Je n'ai qu'un seul destin. Celui de vaincre sans mourir et d'être glorifié par tous comme un héros. C'est pour cette raison que je me suis engagé chez les gardes suisses pour la protection du Saint-Père. Lui offrir ma vaillance, ma bravoure, lui promettre solennellement que moi, à ses côtés, il ne trouverait jamais la mort. Et j'ose dire sans détour, je ne défends qu'un seul drapeau. Le linceul dans lequel mon maître m'aura enseveli, lorsque j'aurai succombé à ses pieds. Oui, pour le pape, je meurs. Tel est le prix de ma dignité. C'est pas possible ce qui m'arrive. C'est d'un instant à l'autre abandonné par l'homme que je vénérais. Sans raison. Parce qu'il n'en existe pas. Je suis la femme parfaite, à qui il n'y a rien à reprocher. Et pourtant il vient de me balayer dehors sans scrupule. Elle est bête ta mentalité, Xavier! Tu exiges de moi que je redresse la tête. Que je me montre digne. Que j'affiche vis-à-vis de la société un comportement comme si rien ne s'était passé. Que je me montre indifférente à mon propre sort. Tu en demandes trop, Xavier. Mon âme est fragile comme la porcelaine. Et pourtant tu n'as pas hésité un seul instant à la briser pour tes caprices. Ta misérable envie de liberté. Avec qui? Tu prétends avoir personne d'autre? Peut-être. Mais moi je te connais trop bien. Et je sais que dès demain tu vas te mettre en chasse pour conquérir le cœur d'une nouvelle femme qui sera censée te combler de plaisirs nouveaux et t'arracher à la solitude qui bientôt te pèsera. Tu crois tout de même pas que je vais te laisser faire? Ce serait trop facile. Une insulte de plus à ma personne. Je ferai par tous les moyens obstacle à tes nouvelles jouissances. Et pour ça, j'ai décidé de t'inoculer un poison mortel dont je ne connais pas encore la composition. Mais tu vas souffrir. Mieux, tu dois souffrir. Toi qui n'as pas hésité à empoisonner ma vie. Je ne te lâcherai jamais.
Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais enlever l'alliance que je t'ai offerte le jour de notre mariage. Cet anneau nuptial deviendra l'arme avec laquelle je t'étoufferai. Votre éminence m'a convoqué. Et vous êtes là, commandant. Vous ordonnez votre éminence, j'obéis. C'est un excellent soldat. Tout le monde loue votre efficacité, en particulier sa sainteté, qui vous a d'ailleurs fait nommer à la tête des gardes suisses après que vous lui ayez sauvé la vie sur la place Saint-Pierre. Je n'ai fait que mon devoir. Vous avez été blessé. On m'a soigné. Vous m'avez convoqué? Je voulais connaître vos intentions en ce qui concerne l'avenir de votre régiment. J'ai quelques projets. Lesquels? Dont je ne m'ouvrirai qu'en présence de sa sainteté. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé une audience auprès d'elle. Rien que cela. Comme si sa sainteté n'était suffisamment occupée. Alors vouloir la déranger avec vos projets dont tout le monde connaît la teneur ici dans l'enceinte du Vatican. Je déplore cet état de fait. Ah, vous déplorez? Alors que vous êtes l'unique responsable de cette situation. Vous parlez trop, commandant. Absolument pas, votre éminence. S'il y a des fuites concernant les réformes que j'aimerais entreprendre, la faute en incombe à certains de mes collaborateurs qui ne savent pas se taire. Vous avez réponse à tout. Tout dépend du sujet. Justement, combien d'hommes y a-t-il dans votre régiment, commandant? Comme vous le savez, votre éminence, nous sommes 110. 110 policiers. Ah, s'il vous plaît, ne dites pas policiers. Nous sommes des soldats, au service du pape depuis 1506, date à laquelle le pape Jules II a formé notre régiment. Vos cours d'histoire ne m'intéressent pas. En revanche, je suis impressionné par le nombre de vos gardes. 110, ce n'est pas un nombre négligeable. Il n'empêche que nous sommes la plus petite armée du monde. Et il doit le rester. J'y tiens tout particulièrement. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le cardinal. Un autre ton. Vous oubliez à qui vous parlez. Un prince de l'Église, à qui je dois le respect mais non l'obéissance. C'est au pape, et seulement au pape à qui je dois rendre des comptes. Peut-être. Mais ne perdez pas de vue que c'est moi qui gère les finances de l'État du Vatican. Et de l'Église dans son ensemble. Vos qualités de grand argentier sont unanimement reconnues en effet. Personne n'ignore que c'est vous et vous seul qui avez sauvé l'Église lorsqu'elle était plongée dans plusieurs scandales financiers. Et c'est ce qui vous a valu la barrette de cardinal d'ailleurs. Je vous remercie. Mais alors pourquoi vouloir ruiner tous mes efforts en voulant coûte que coûte doubler les effectifs de la garde pontificale? C'est absurde. Avez-vous seulement réfléchi à ce que ces projets insensés pourraient coûter à l'Église? Non. Ceci ne tombe pas dans mes attributions. Voilà qui est facile comme réponse. La sécurité est ma seule préoccupation. Évaluer le monde dans lequel nous vivons et où les attentats sont légion. Il est hautement temps que l'on considère les mesures qui doivent assurer la sauvegarde du Saint-Père. Et le nombre d'hommes à notre disposition est devenu dérisoire. Avec le double de ceci, je peux espérer contrer efficacement toute tentative d'agression vers sa personne. Exclu. Le Vatican ne possède pas les moyens d'entretenir pareille armée. C'est un champ que vous essayez de nous arracher de façon nuisible. Je peux l'utiliser autrement. À la reconstruction de notre patrimoine universel. Je n'ai rien à voir avec l'état du budget du Vatican. C'est faux. Nous sommes tous responsables de la sauvegarde de nos institutions. Comment est-ce possible que vous, un chrétien affirmé, puissiez continuer à afficher pareille arrogance, pour ne pas dire vanité ou suffisance? Vous mettez en garde, commandant. La roche tarpéienne est proche du Capitole. Un jour on est tout, le lendemain, plus rien. Vous me menacez, monsieur le cardinal? Voilà qui est indigne de vous. C'est vous qui osez me parler de dignité, alors que tout le monde ici est au courant de la manière dont récemment vous vous êtes débarrassé de votre épouse. Une femme admirable. Il s'agit de ma vie privée. Celle-ci n'existe pas dans l'enceinte du Vatican. Nous sommes tous censés montrer l'exemple, ce qui n'est pas votre cas. Songez aux conséquences pour votre carrière, commandant. Du chantage? Ce n'est qu'un mot. Comment osez-vous, monsieur le cardinal? J'ose tout, quand l'intérêt de l'Église est en jeu. Même du chantage? Pour l'amour de l'Église, oui. Bonjour, madame. J'admire votre courage. Mon courage. Bien sûr, votre démarche n'en manque pas.
Vous êtes bien venu me parler de mon mari. C'est exact, mais comment savez-vous cela? Intuition. Oui, je suis venue vous parler du commandant. Il vous a fait des avances, n'est-ce pas? Déplacé. Et vous lui avez cédé. J'ai précisé déplacé. J'ai rejeté ses avances. Et je peux vous le dire à présent, le commandant est un mufle. Oui, un mufle. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Julia. Je suis l'épouse du caporal Georges-André Berger, qui sert comme garde pontificale dans le régiment de votre mari. Le fait que Georges-André soit sous ses ordres n'a pas empêché le commandant de tenter de me séduire. Nous disions, un mufle. Mon mari et moi avons une relation très forte. Nous sommes littéralement soudés l'un à l'autre. J'ai cru la même chose à propos de mon mari. Jamais je n'oserais le tromper. C'est un homme merveilleux qui, à mes yeux, possède toutes les qualités. Oui, toutes les qualités du monde. J'y ai cru aussi. Pour être franche avec vous, j'ai eu beau éconduire le commandant et lui signifier qu'il ne m'intéressait pas. Il s'en fiche. Il continue à me harceler, à bousculer ma vie quotidienne sans hésitation. Là où je suis présente, il apparaît comme par magie. C'est évident, il m'épie à longueur de journée. Et ce n'est pas tout. Mon portable déborde de ses appels intempestifs. J'ai beau ne plus lui répondre, ça n'empêche pas de me déclarer que mon mutisme, ma réticence à lui céder, agissent sur lui comme un aphrodisiaque. Je n'en peux plus. Avez-vous parlé de cette situation à votre mari, madame Berger? Jamais je n'oserais. Ce serait pour lui une déception insurmontable. En effet, il admire tant votre mari, son ascendant, son autorité naturelle. Et puis surtout, je ne voudrais pas qu'à cause de cela, leur relation se détériore, ou pire, qu'une fois au courant, votre mari se venge sur Georges-André ou l'écarte du service. Il en serait bien capable. Je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Je vois que nous sommes toutes les deux dans la même situation. Nous voulons nous débarrasser de lui coûte que coûte. Vraiment, il ne se gêne pour rien. Si vous savez comme je le méprise. Quoi de plus bas que de chercher à dévoyer la femme de l'un de ses subordonnés? C'est d'un mesquin. N'en dites pas plus. Mon opinion est faite. Il doit disparaître. Oui, disparaître de ma vie. Je veux absolument retrouver ma sérénité. Croyez-moi, ce n'est qu'une question de temps. Vous la retrouverez. Comment cela, vous comptez malgré tout le récupérer? Bien sûr que non, j'ai juré sa perte. Alors vous avez l'intention de divorcer? Peut-être bien, oui. Cela lui ferait perdre son poste de commandant. Et ce serait pour lui la pire des choses qui puissent lui arriver. Il est tellement vaniteux. Je vois que vous le connaissez bien. Au fait, dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés? Dans un endroit tout à fait insolite. C'est-à-dire? Sur des gradins. Des gradins? Lesquels? Ceux du Colisée. C'est pas vrai, dites-moi que c'est pas possible. C'est pourtant la vérité. Dites, on dirait que mon histoire de gradin vous met dans tous vos états. Il y a de quoi? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais moi aussi j'ai rencontré Xavier sur des gradins. Ceux du théâtre antique d'Orange. Voilà une coïncidence. Je ne prends pas au hasard. Il doit y avoir une raison à tout ça. La seule chose que je puisse vous raconter, c'est qu'il m'arrive régulièrement de me rendre au Colisée en fin de journée pour profiter du coucher de soleil. Je faisais la même chose chez moi en Provence. Il a dû me suivre. Aussitôt sur place, il m'a surprise. Les mains sur mes épaules, il m'a tenu un discours enflammé. Dont je devine chaque mot. Ensuite, il vous a promis monts et merveilles et proposé de le suivre pour l'éternité. C'est exactement cela, à croire que vous étiez là. J'étais à votre place il y a 12 ans. Quelle honte! Profaner le lieu de notre rencontre. Répéter les mêmes gestes et les mêmes mots avec une autre que moi. Il est diabolique. Je suis navrée. Vous, une autre, le mal est fait. Et même si vous me dites ne pas lui avoir cédé, à mes yeux, il m'a trompé. Le voyez-vous toujours? Non, absolument pas. Vous semblez hésiter. Oh, pas du tout, mais vous voir dans cet état me bouleverse. Mettez-vous à ma place et vous me comprendrez. Ah, surtout pas. Je ne pourrais pas supporter une pareille situation. Moi aussi, j'ai tout sacrifié pour suivre mon mari en Italie. Heureusement pour moi, il n'a pas trahi ma confiance. Oh, j'ai mal pour vous. C'est sans raison qu'il m'a quitté. C'est insupportable. Si vous saviez les pensées qui m'animent en ce moment, au moins ça en enfermerait quelqu'un. Mais alors,
Vous devriez peut-être consulter un psychiatre. Ils font plus de tort que de bien. Et pourquoi n'allez-vous pas à la rencontre du cardinal Angelo Demone? C'est un homme de bon conseil et toujours prêt à aider. Je le connais. J'ai rencontré à maintes reprises lors de cérémonies officielles au Vatican. N'hésitez pas à aller à sa rencontre. Il vous indiquera le chemin à suivre dans le conflit qui vous oppose à votre mari. Pourquoi pas? Vous avez probablement raison. D'autant plus que lui non plus ne s'entend pas avec le commandant. C'est-à-dire? Je n'ai rien remarqué en ce sens. Oh, c'est très récent. D'après les journaux, ils s'opposeraient l'un l'autre pour une question de budget concernant la garde pontificale. Je ne lis plus les journaux. J'en suis incapable. Allez le voir. J'irai. C'est toujours intéressant de s'allier aux ennemis de ses ennemis. Vois-tu, Julia, tu représentes pour moi l'ultime rencontre. Celle que l'on espère à chaque instant. Je l'ai rencontrée. Qui ça? Ta femme, évidemment. Louise? Qui d'autre? Et pour lui dire quoi? La vérité. Que tu n'arrêtes pas de m'importuner avec tes avances. Oui, que de toute façon tu refuses. Franchement, Julia, je ne vois pas l'intérêt que tu aurais à fréquenter ma femme. Et en plus, à la mettre au courant de mes agissements. C'est une femme dangereuse et imprévisible. Je la crains. Et de plus, mes agissements ne la regardent plus. Oh, faux! Tu oublies un peu vite que vous restez mariés. Oui, pour la façade. Alors pourquoi ne divorcez-vous pas? Par opportunisme, Julia. C'est parfaitement qu'au Vatican on ne peut pas divorcer, sous peine de perdre tous ses privilèges. Mais, dans l'hypothèse où je divorcerais, Julia, me suivrais-tu? Non. Pour la simple raison que tu ne serais plus commandant et sans aucun prestige. Alors dans ces conditions, il me semble préférable de rester auprès de mon caporal de mari. Moi aussi, je sais me montrer opportuniste. Oui, mais je te rappelle que ton caporal de mari est le plus mauvais élément de la garde pontificale. Il est sans avenir. Peut-être, mais lui au moins est fiable et ne me fera pas le mauvais coup de me quitter comme tu l'as fait avec ta femme. Oh, mais non, mais... Julia, la vie est mal faite. C'est toi que j'aurais dû rencontrer il y a tant d'années. C'est toi que j'aurais dû aimer et chérir. Eh oui, qui sait? Ah, tu hésites. Je vois bien que tu hésites, Julia. Mais tu sais, tout reste possible entre nous, hein. Je ne serai jamais ta maîtresse, Xavier. Ce n'est pas mon style de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Une fois pour toutes, je m'appelle Julia Berger. Décidément, je joue de malchance. Au moins, on se reverra-t-on de temps à autre. Pourquoi pas? On s'entend bien et cela fait passer agréablement le temps. C'est déjà ça. Encore une chose, Xavier. Ta femme a été profondément surprise que tu m'aies fait la cour sur les gradins du Colisée. Les gradins. Il paraît que c'est une habitude pour toi. Oui, mais j'ai mes raisons. Je t'écoute. Curieusement, Julia, je suis né dans le plus petit amphithéâtre construit par les Romains. Il se trouve à Martigny, dans les vallées suisses. Ma mère y a perdu les os et j'y suis venu au monde. Elle a succombé, mais j'ai survécu. Depuis lors, j'ai l'impression que mon existence oscille de gauche à droite, tel des vases communicants, célébrant dans un seul mouvement une fois la vie et une fois la mort. Et c'est hanté, Julia, que j'arpente les théâtres et autres amphithéâtres à la recherche de mon destin. Et de Louise, et de Julia, et de tant d'autres conquêtes. Je te préviens, Xavier. En quittant ta femme, tu as ruiné ta vie et ta carrière. Tu as basculé dans une impasse où plus personne ne t'attend. Ni épouse, ni maîtresse. Tu es perdue. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ta femme, elle a juré ta perte. Entrez. Madame Trifou de Baldi, Votre Éminence, vous souhaitiez me rencontrer dans l'urgence? Je vous écoute. effectivement, quelqu'un m'a recommandé de faire appel à vos conseils. À qui cela? Si je peux savoir. Une amie. Parce que vous considérez déjà la femme du caporal Berger comme une amie. Comment savez-vous?
Vous semblez oublier, madame, que non seulement je suis l'un des 21 juges du tribunal sacré de la Rote, mais je dirige également la sûreté d'État du Vatican. Par conséquent, rien ne m'échappe, madame. Donc vous savez tout. Oui, tout. Et par exemple, que votre couple est en péril. Exact. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous, votre éminence. Je vous plains, madame. Vous ne méritez pas pareil affront. Rien ne justifie l'attitude de mon mari. J'ai beau chercher, rien. Nous formions un couple exemplaire. Je connais bien votre mari. C'est vrai que depuis un certain temps, il a fort changé. Sa nomination précipitée au poste de commandant de la garde pontificale lui est montée à la tête. Il doit absolument se faire valoir pour assurer sa notoriété, quitte à prendre des mesures qui pourraient gravement nuire aux finances de l'État. On en a parlé. Donc on vous a certainement dit qu'il voulait réformer la garde pontificale, tout simplement en doublant le nombre. C'est inadmissible. Le connaissant, il ira au bout de son projet. Rien ne peut l'arrêter. Son ambition ne connaît aucune limite. Ambition, oui, c'est un mot qui le caractérise en tout point. Mais j'en ai assez. Je ne supporte plus cette situation. Et lui, encore moins. Et moi de même. Sa superbe, son arrogance et son hypocrisie me révoltent. Si j'ai bien compris mes informateurs, ils chercheraient à vous éloigner du Vatican. Oui, il veut que je prenne un appartement dans Rome. Ce que jusqu'à ce jour vous avez refusé de faire. Bien sûr. Ne cédez jamais sur ce point. Vous perdriez du jour au lendemain tous vos droits et vos privilèges liés à votre citoyenneté dans la cité papale. Tant que vous y êtes inscrite, vous bénéficiez de la protection du Saint-Siège et de l'ensemble de ses représentants. Ici, rien de fâcheux ne peut vous arriver. Et j'y veillerai personnellement. Et cela, madame, en toutes circonstances. Vos paroles me redonnent du courage, votre éminence. Venir en aide à son prochain, tel est le rôle de chaque prêtre. Dommage que mes activités, mes obligations m'empêchent de me consacrer suffisamment au sacerdoce. Bien évidemment, il ne veut pas divorcer. Il sait très bien ce que cela signifierait. De facto, sa démission à la tête des gardes suisses. Et la fin de ces projets absurdes. J'ose vous confier, votre éminence, que je rêve de me débarrasser de lui définitivement. Vous avez dit définitivement, madame. En tant que prêtre, je suis obligé de vous demander de tempérer votre fougue. Ne pas outrepasser l'interdit. J'ai dit rêver, votre éminence. Oui, mais ne dit-on pas prendre ses rêves pour la réalité? Je dois vous mettre en garde. Je m'en souviendrai. Encore une chose. Méfiez-vous de Julia Belger. Me méfier de Julia, alors que c'est elle qui est venue spontanément me trouver pour me raconter les agissements de mon mari. Elle m'a paru sincère quand elle m'a dit ne pas lui avoir cédé. Il ne vous a pas menti, excepté qu'elle se complaît dans un jeu dangereux, celui du chat et de la souris. Je ne vous suis pas. Tout simplement, elle continue à donner suite à ses demandes de rendez-vous, comme si elle cherchait à tester sa résistance, à le pousser dans ses derniers retranchements. Elle casse. Elle m'avait juré de ne plus le voir. Mes services de renseignement sont formels à cet égard. Chaque semaine, au même endroit, à la même heure, ils se rencontrent. Je mets ma main coupée que c'est au Colisée. Exact. Comment avez-vous deviné? C'est là qu'il a rencontré Julia pour la première fois. Les théâtres et les amphithéâtres sont ses endroits fétiches. Je vous en prie, votre éminence. Dites-moi quel jour et à quelle heure ils se rencontrent. Le mercredi soir, vers 18h. Et maintenant, partez. Je vous en ai déjà trop dit. Moi, pas assez pour vous remercier. Je t'en prie, Xavier, divorçons. Quitte ce Vatican dont tu n'es plus digne. Tu es un homme parjure que tout le monde s'est mis à détester. Le cardinal, moi, et même ta Julia qui te rejette. Je t'en prie, rends-moi ma liberté. J'ai envie de pouvoir revoir dans le miroir de la joie. J'ai envie de pouvoir reprendre entre mes mains le visage d'un homme qui, lui, n'aurait pas à rougir de honte. Mais pour ça, il faut se séparer de nos alliances qui n'ont plus aucun sens. Tu
peux pas me le refuser, ça, au nom de ton ambition et de ton pape qui a littéralement envahi ta vie. Ma vie vaut bien la sienne. On l'a vu sa tiare et tu remarques que c'est un homme comme les autres. Non, non, je ne suis pas ridicule. Ne te moque pas de moi. Sache, Xavier, que c'est moi qui aurai le dernier mot. Car je reste persuadée qu'il existe une justice pour tous en ce bas monde. Et en particulier pour moi. Mais si tu veux pas partir volontairement de ma vie, j'emploierai les grands moyens pour me défaire de toi. Je sais que je ne te fais pas peur. Personne ne te fait peur parce que tu es le diable. Xavier, accorde-moi ce divorce. Le mufle est raccroché. Ah, magnifique, tu es venu. Oui, je suis venue. Et ne crois pas que c'est dans l'intention de te voir, Xavier. Non. C'est tout simplement par habitude. Oui, j'aime les habitudes. Mais si c'était un peu des deux, hein. Moi et tes habitudes. Ne m'enlève pas tout espoir, Julia. Je ne t'en ai jamais donné, Xavier, cela restera Et ainsi. pourtant tu es là. Tu es là, Julia. Et alors? Cela n'a rien d'extraordinaire. Moi aussi, j'ai le droit de me distraire. Parce que je te distrais maintenant. Bien évidemment. Sans quoi je ne serais pas là chaque semaine à t'écouter. Même si tu ne me plais pas. En revanche, tes flatteries ne manquent pas de sel. Écoute, Julia. Tu es là, donc. Tu es celle que je chéris le plus, hein. Tu le sais, hein. Mais je devrais te croire, mon pauvre Xavier, alors que tu as usé de tes discours enflammés auprès de ta femme et de tant d'autres. Méfions-nous des séducteurs. Non, mais Julia, tu es la femme la plus parfaite que je n'ai jamais rencontrée. Tu es unique. C'est grotesque, Xavier. Julia, si tu savais que mes sentiments pour toi sont sincères. Comme ceux que tu as déballés un jour à ta femme dans le théâtre d'Orange. Écoute, Julia, cette femme, c'est l'erreur de ma vie, d'accord? Je regrette toutes ces années passées auprès d'elle. J'ai gâché les meilleures années de ma vie avec elle. Cette femme, Julia, c'est une faute. Moi? Une faute? Lise. Une faute? Monsieur le procureur de la République, le cardinal Angelo Demone, un des juges du tribunal de la Rote. Vos services viennent de m'informer qu'ils avaient interpellé et arrêté Madame Louise l'Empereur pour tentative de meurtre sur la personne de son mari dans l'enceinte du Colisée. Je tenais à vous préciser, si nécessaire, que Madame l'Empereur est actuellement inscrite au registre d'état civil du Vatican où elle est domiciliée. De ce fait, et étant donné les accords entre nos deux États, nous avons le droit d'instruire nous-mêmes les crimes commis sur le sol italien et, le cas échéant, de les juger. Je sais bien sûr qu'il serait plus pratique pour vous de suivre cette affaire jusqu'au bout, mais voyez-vous, des raisons d'État s'y opposent. Vous n'ignorez pas que Madame l'Empereur n'est autre que l'épouse du commandant de la garde pontificale. Le Saint-Père, qui suit cette affaire de très près, tient absolument à ce que celle-ci fasse le moins de bruit possible. Notre justice est tout aussi fiable que la vôtre, monsieur le procureur. Alors pourquoi ne pas résoudre ce problème de procédure une bonne fois pour toutes et faire preuve de bonne volonté? Vous poursuivez votre enquête, et nous, de notre côté, nous jugerons Madame l'Empereur s'il y a lieu de le faire.
Accord conclu, monsieur le procureur. Oh, encore une chose. Une fois votre enquête et votre procédure terminée, merci de nous envoyer son dossier et d'extrader Madame l'Empereur. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur le procureur. Entrez. Madame. Voilà plus de 2 mois que j'attends votre visite. Je suis heureux de vous le voir, oh, malgré les circonstances. Soyez assurés que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour hâter votre sortie de prison et votre transfert au Vatican. Oui. La prison. Pénible. Isolement. Le manque de tout. Dur. Très dur. Qu'allez-vous faire de moi, monsieur le cardinal? Enfermé également? Vous écoutez. À ma demande, le tribunal de Rarotte m'a désigné comme juge pour étudier votre dossier. De moi, vous n'avez rien à craindre, madame. Me retrouver devant vous me tranquillise. Je dois vous dire que les interrogatoires qu'on m'a fait subir ont été fort rudes. Oui, si j'ai bien lu, on vous a extrait une bonne dizaine de fois de votre cellule afin d'être entendu par la police judiciaire. Oui. Cela doit bien faire le compte. Je n'ai jamais varié dans mes déclarations. En effet, j'ai bien étudié tous les procès-verbaux vous concernant. Donc vous devez savoir, votre éminence, que j'ai soutenu du début à la fin qu'il s'était s'agit d'un malheureux accident et de rien d'autre. Et que votre mari, en compagnie d'une autre femme, a été à un tel point saisi en vous voyant qu'il est tombé accidentellement des gradins du Colisée en cherchant à s'enfuir. C'est exactement ce qui s'est passé. Excepté que Madame Julia Berger, dans son témoignage, nous a déclaré que c'était vous qui aviez précipité votre mari du haut des gradins et que vous montriez au moment des faits une haine indescriptible. Elle ment. Tout au plus, ai-je crié d'indignation en voyant mon mari avec une autre femme. Pas de plus légitime. Comme aucun autre témoin ne s'est manifesté, il s'agit de votre parole contre la sienne. Elle n'est pas crédible, votre éminence. Il suffit d'analyser son attitude au moment des faits. Elle sera un rendez-vous secret avec mon mari. Ce sont donc bien 2 amants qui se rencontrent. Ce qu'elle nie avec force. D'après elle, elle n'aurait jamais été la maîtresse de votre mari. Toutes les apparences sont contre elle. Il ne s'agit pas de banales rencontres, mais de rendez-vous répétés. Donc elle a tout intérêt à mentir et à m'enfoncer dans ses déclarations. Et ce n'est pas votre malheureux mari qui pourra, vu son état, nous éclaircir dans cette situation. D'après les diagnostics des médecins, les lésions au cerveau sont irrémédiables. Ils le maintiennent en vie artificiellement et attendent votre décision. Je sais. Mais que dois-je faire? Faire débrancher la Vous machine? pensez bien, madame, que ce n'est pas à moi à m'immiscer dans pareil débat. De toute façon, quoi que je décide, il est mort. Avec une différence significative. Si je le maintiens artificiellement en vie, je reste également sa femme. Et ça, je ne le veux en aucun cas. Cette idée m'est insupportable. Donc mon choix est fait. Votre conscience est votre seul juge. Et vous, qui êtes mon juge, que comptez-vous faire de moi? Soyons pragmatiques, madame. Une nouvelle entrevue avec madame Berger n'a aucun sens. Il s'agira toujours de votre parole contre la sienne. Et dans ce cas de figure, c'est le doute qui l'emporte. Et celui-ci doit vous profiter. Il n'est donc plus du tout d'actualité de vous traduire devant un quelconque tribunal pour y être jugé. Dorénavant,
Il est de mon ressort de prononcer le non-lieu dans cette affaire. Vous voici en quelque sorte innocenté. Quelle mansuétude à mon égard, monsieur le cardinal. Mansuétude? Non, non, il n'en est nullement question. Je sers la justice, madame. Rien que la justice, un point, c'est tout. En êtes-vous bien certain? Rien que la justice. Qu'insinuez-vous, madame? Je ne crois pas me tromper en osant affirmer qu'à travers mes agissements, j'ai servi vos intérêts. Quels agissements? De quels intérêts parlez-vous? Je ne comprends rien de tout à ce que vous me dites. Je suis coupable, monsieur le cardinal. Et vous savez parfaitement que c'est moi qui ai poussé volontairement mon mari au bas des gradins du Colisée. Mais absolument pas. Enfin, pourquoi avouez-vous pareilles choses devant moi? C'est de la folie. Savez-vous que ça pourrait avoir des répercussions désastreuses pour vous si vos affaires venaient aux oreilles d'une tierce personne? Ne vous en faites pas. Je ne suis pas folle. Il n'y a que devant vous que j'ose dire la vérité. Je ne crains rien de votre part. Là, vous me semblez bien sûr de vous. J'ai mes raisons. Et quelles seraient donc ces raisons? Vous devez certainement vous rappeler, lors de notre dernière rencontre, vous avez insisté pour que je garde absolument ma domiciliation au Vatican. En effet, je voulais vous mettre en garde contre les dangers que cela pourrait représenter, et qu'ici, au contraire, vous êtes en sécurité. Et cela en toutes circonstances, ce qui est le cas aujourd'hui. Ensuite, vous m'avez dit de me méfier de Julia Berger. Celle-ci rôdait autour de mon mari et jouait un jeu dangereux, celui du chat et de la souris. Il est plus normal que de vous tenir au courant. Peut-être. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est la facilité avec laquelle vous m'avez donné le jour, l'heure et le lieu de leur rencontre. Pourquoi, monsieur le cardinal? Sinon que vous aviez l'intention marquée de vous servir de moi pour éliminer mon mari qui vous gênait. En somme, monsieur le cardinal, j'étais un instrument. L'instrument de votre crime. Que me racontez-vous là? Mon crime? Enfin, c'est ridicule. Je vous laisse entière responsabilité de vos propos. Et que j'assume complètement. Je ne vous avais pas caché mon intention de me débarrasser de mon mari. Et c'est vous qui m'y avez aidé en me donnant tous les détails de leur rencontre. Donc maintenant, monsieur le cardinal, nous sommes complices d'un meurtre. Et c'est pour ça que vous m'avez si judicieusement soustraite à la justice des hommes, pour affronter aujourd'hui, miraculeusement, la vôtre. Vous êtes diabolique, monsieur le cardinal. Et vous, doté d'une imagination débordante. Vous écrivez là un roman auquel je suis totalement étranger. Enfin, c'est grotesque. Reprenez-vous, madame. Et vous cessez de vous débattre inutilement dans l'eau. Réjouissons-nous plutôt d'avoir mis fin ensemble aux agissements d'un être nuisible. Votre budget est sauf, et moi je suis enfin libre. Oui, monsieur le cardinal, réjouissons-nous. Je dois vous avouer être complètement dépassé par vos aveux. Ils ont l'air totalement sortis de délires hystériques, voire de confessions totalement arbitraires. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Nous sommes tous les deux dans la même galère et partageons le même intérêt, celui de nous taire. Après réflexion, il est vrai que cette conversation ne devrait jamais sortir des murs de ce bureau. Et maintenant, monsieur le cardinal, j'aimerais confesser que je suis la meurtrière de mon mari. Pour cela, nous serons liés à tout jamais par le secret que Dieu lui-même a voulu conférer à ce sacrement. Oui, monsieur le cardinal, confessez-moi. Oublions toute cette histoire. Je crois que c'est une solution divine. Vous avez raison. Ego te absolvo peccatum tuum in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je vous absous de votre péché. Et moi des vôtres.
Voici cette pièce que nous avons le plaisir de jouer pour vous ce soir est de Mark Elsmortel. Dans une mise en scène de Christian Demarche. Bravo. Avec dans le rôle de Julia Berger, Lou Dossogne. Dans le rôle de Xavier Trivou de Valdy, Joshua Kleiss. Dans le rôle de Louise l'Empereur, Jessica de Slavorov. Bravo. Et dans le rôle du cardinal Angelo De Monet, Yves Nonnet. Bravo. 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 Et la régie, Fred.